Bonjour mes amis, vous savez, il y a eu hier des attentats en Espagne. Des gens qui se baladaient sur ce qu'on appellerait les Champs-Élysées de Barcelone ont été écrasés par des terroristes qui conduisaient une fourgonnette. Et puis, aujourd'hui, juste avant que j'enregistre cette vidéo, j'ai appris qu'il y aurait des attentats en Finlande. Donc des terroristes ont attaqué les gens au couteau. Je pense que ça a été fait dans un endroit qui était difficile d'accès en véhicule. Donc à ce moment-là, ils ont été à pied. Et puis, peut-être d'ici la fin de cette vidéo, on sera tous morts, qui sait. Mais il y a un truc qui m'a frappé, je vais vous dire lequel. J'ai eu vraiment du mal à faire cette vidéo. Vous savez, ça fait 1 heure que je tourne en rond ici. D'habitude, j'arrive et j'enregistre les vidéos pratiquement au moment où je m'assois dans la voiture, j'appuie sur REC, ça part. Là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Je vais vous dire un truc. Vous savez, quand on a appris l'attentat, quand la nouvelle de l'attentat est arrivée, je suis rentré sur Internet. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit il y a un attentat, donc je suis rentré sur Internet, j'ai commencé à voir. Et ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé les gens se posant des questions rhétoriques qui sont devenues assez traditionnelles à l'occasion de ce genre de nouvelles. Ils se disaient, est-ce que celui qui a commis ces attentats est un bouddhiste? Est-ce que c'est un néo-nazi? Est-ce que c'est un suprémaciste blanc? Est-ce que c'est un juif? Est-ce que c'est un... Vous savez, voilà le genre de questions qui se posaient. Ou bien est-ce que c'est un adepte de la religion, de la paix et de l'amour? Donc, ce qui se passe, c'est que c'est des questions que les gens font mine de se poser, mais ils n'ont aucune illusion sur les réponses. Puis bien sûr, voilà. Je vais vous dire un truc. Quand même. Et pendant que les gens se posaient des questions rhétoriques, moi je me posais d'autres questions rhétoriques. À haute voix. Je me disais, est-ce que le ou les terroristes, une fois qu'ils seront connus, seront des Saoudiens, des Émiratis, des Qataris ou des Maghrébins? Voilà, c'est cette question que je me posais moi, mais c'est tout à fait rhétorique, parce que depuis quelque temps, je constate que le terrorisme commence à avoir une sorte de trois têtes, il y a une sorte de trinité ou de triptyque terroriste, il y a trois panneaux, si vous voulez, ou il y a trois têtes, ou ce que vous voulez, qui forment le terrorisme aujourd'hui. Alors, les finances viennent des pays du Golfe. L'argent vient du pays du Golfe, parce que c'est là où les gens ont l'argent. Ils dépensent pour l'idéologie du terrorisme. Ils dépensent pour l'étaler partout. Ils dépensent pour la vendre partout. Jusque dans les territoires, on va dire, non traditionnels ou non conventionnels de cette idéologie-là. On finira même par avoir des mosquées en Antarctique si on continue comme ça. Mais par contre, eux, ils aiment vivre. Ils aiment vivre. Les Saoudiens, ils viennent, je les ai vus à Genève, à Londres, ailleurs, par exemple, juste pour parler d'eux. C'est des fêtards, ils arrivent, ils dépensent, claquent l'argent, ils louent des étages entiers d'hôtels, ils font la fête, ils aiment bien les sacs de grandes marques, puis ils rentrent chez eux. Je ne crois pas que tu vas les retrouver en train d'écraser des gens dans un fourgon loué. L'idéologie ne vient pas d'eux, parce qu'eux, ils ont l'argent, mais ce ne sont pas des idéologues. Ils ont leur idéologie, mais ils sont incapables de la formuler correctement et de la vendre, de la sortir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font ça sont les Égyptiens. La majorité des cheikhs, ces barbus avec leurs trucs blancs comme ça, qui étalent cette idéologie-là sur Internet, dans les chaînes satellitaires, dans les livres, etc., sont d'origine égyptienne, sont des Égyptiens. L'Égypte, c'est des gens qui sont intelligents, bien développés dans leur tête, ils lisent, très instruits, bien lettrés, parlent parfaitement l'arabe. Et donc ce sont des gens qui sont capables d'exprimer cette idéologie-là, qui sont capables de la défendre de manière très, très construite, très charpentée. Là où le Saoudien serait incapable de cette démarche-là. Par contre, les Égyptiens n'ont pas les fonds
Ils ne sont pas capables de financer. Et puis aussi, ils n'aiment pas mourir pour des idées, comme disait Brassens. Donc, c'est vrai que tu vois ces barbus et tout ça, égyptiens, qui encouragent les jeunes de France et de Navarre à aller se faire tuer dans le djihad et tout ça. Eux, ils détestent pas qu'on taille l'Occident, hein, quand ils ont un petit problème, petit bobo de santé et tout. Le gars, il prend un avion incognito, il va dans un hôpital allemand, suisse et tout. Genre, tranquille, tu comprends? C'est pas... Et puis, de toute manière, ils n'ont pas envie de mourir. Puis d'un autre côté, ils ne financent pas vraiment le terrorisme international parce qu'ils n'ont pas les fonds, hein, ils n'ont pas l'argent pour faire cela. Okay. On arrive à l'ouest, on arrive au Maghreb, et qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui ne peuvent pas financer le djihad, ils n'ont pas d'argent. Et on n'a pas ce ne sont pas des penseurs, hein, aussi. Hein. La majorité se prend pour des Arabes alors qu'ils sont incapables de formuler une phrase en arabe correctement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus quoi? Par la force des choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au djihad? Ben, ils peuvent apporter de la chair à canon. Ils sont devenus les exécutants du djihad. Qui est voisin de zéro? Le gars n'a pas lu, de sa vie, n'a pas lu un livre de couverture en couverture. Hein, j'inclus le Coran là-dedans. Et par contre, il a la haine. Il a grandi dans la haine et il a grandi dans le culte des anciens hommes de pouvoir. Je vous donne un exemple. J'ai grandi en Algérie. Je passais mon enfance en Algérie. Il y avait une époque de ma vie où je ne savais pas ce que c'était qu'une girafe, mais je savais ce que c'était qu'un calife. Aujourd'hui, on a des enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'une girafe, qui savent ce que c'est qu'un calife, qui savent comment laver un mort et qui savent comment plier un linceul. Il y a une culture de mort qui est distillée aux enfants. Pourquoi? Pour en faire dans le futur des djihadistes sur pied. Alors bien sûr, c'est pas leur prof à l'école primaire qui est en train de les former pour devenir des djihadistes sur pied. Il est juste en train de placer la première pierre de l'édifice. Hein, comme je vous ai dit, le djihadiste ne se construit pas au même endroit de A à Z. Il va passer par des étapes initiatiques où à chaque endroit, on va lui mettre une pierre à l'édifice jusqu'à en faire un assassin. Les terroristes de Barcelone, marocains, ils viennent du Maroc. Ils viennent pas d'Arabie Saoudite. Ils viennent du Maroc, plus jeune à 18 ans. D'accord? C'est la génération Daesh. Quand Daesh a commencé, il avait 12-13 ans, le gars. D'accord? Il avait 12-13 ans. Et il a probablement grandi dans un monde où il y avait d'un côté les aînés, ces aînés qui supportaient Daesh ou qui rejoignaient Daesh ou qui finançaient Daesh ou autre. Et puis il y avait la presse bien pensante qui décrivait Daesh comme des héros, comme des Robins des Bois. Hein? D'accord? Il faut le savoir. C'est pas Daesh et la création, on va dire, c'est une joint venture. Comment dirais-je? C'est quand lorsque vous savez, des fois deux grandes compagnies vont s'asseoir à la même table et créer une troisième compagnie. D'accord? C'est ça, une JV, une JV, n'est-ce pas? Ils vont la créer ensemble, la financer ensemble, mettre leur savoir-faire ensemble, là-dedans, dans cette compagnie. Donc, Daesh, pourquoi elle a marché? Parce que c'était une JV entre qui? Entre la société arabo-musulmane et entre la société occidentale. D'accord? Parce que la société arabo-musulmane n'aurait jamais pu créer toute seule, je veux dire, même s'il avait voulu, n'aurait jamais pu créer un monstre aussi fort que Daesh. D'accord? Il a fallu l'aide financière, idéologique et militaire des Occidentaux. Donc c'est vrai que c'est une sorte de JV, on va dire 50-50, quoi, entre les deux. On commence à voir aujourd'hui l'arrivée de jeunes qui ont grandi dans cette phase-là. Alors, si je voulais que je rebobine 1400 ans d'histoire, je vais vous le résumer en 3 mots. Bon, tout d'abord, avant de résumer en 3 mots, quelqu'un m'a envoyé un message en disant que les terroristes de Barcelone rigolaient. Ils tuaient en rigolant. Ils rigolaient aux éclats, très fort. Certains pensaient, des journalistes pensaient que c'est l'effet de la drogue ou autre. Même si je n'exclus pas des prises de drogue,
c'est pas pour ça, que c'est pas pour des drogues qu'ils rigolent. Si vous voulez savoir pourquoi ils rigolent, il faut aller voir une vidéo que j'ai publiée en juin 2015. Je vais vous la mettre dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien pour la voir. C'est une vidéo d'une demi-heure où j'expliquais d'où vient la source, parce que il faut savoir que ces terroristes, ils ont été, on leur a lavé le cerveau en utilisant un matériel qui n'est pas hermétique, qui est très connu, qui est publié, qui est disponible en ligne, disponible dans les mosquées, dans les universités, dans les écoles, même dans les foyers. D'accord ? Donc, c'est un matériel qui est connu. Et donc, le fait qu'ils rigolent pendant qu'ils tuent fait référence justement à des hadiths ou à des histoires, si vous voulez, où ils décrivent leur prophète comme étant un assassin tueur, comme étant quelqu'un qui tue en rigolant. Alors, j'avais à l'époque démonté justement ce récit-là, etc., mais je ne cherche plus à démonter quoi que ce soit aujourd'hui. Mais vous pouvez toujours vous référer à cette vidéo qui vous explique pourquoi. Donc, en fait, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, pour résumer les 1400 ans d'histoire, c'est que la société arabo-musulmane, pendant des siècles, a vécu continuellement sous des régimes sanguinaires, qu'on appelle les régimes des califes. Les Occidentaux adorent. Les Occidentaux, vous allez voir l'Institut du monde arabe, voilà quoi. C'est un peu, moi je suis horrifié par exemple de l'Institut du monde arabe. C'est comme, imaginons qu'un Allemand, on construise un musée, hein, c'est juste pour vous dire, hein, l'imagerie. Imaginons qu'on construise chez nous, en Algérie par exemple, un musée du monde germanique, et quand tu rentres là-dedans, la première chose qui t'accueille, c'est la croix gammée, les photos d'Hitler et compagnie. Hein, d'accord, on résume à cela. Donc, il faut savoir que le nazisme arabo-musulman, hein, le culte des califats, le culte du califat, est pratiquement équivalent au culte du Führer et de la race supérieure chez les germaniques. Je ne cherche pas à faire nécessairement des parallèles parce que l'esprit arabo-musulman fonctionne pas comme l'esprit germanique, et les deux, quand ils délirent, ils vont pas délirer de la même façon. Mais ce que je cherche à dire, c'est qu'en termes de gravité, hein, en termes de potentiel de nuisance, nous sommes exactement au même niveau. J'allume cette lumière. Donc, je dis et je redis donc que les sociétés arabo-musulmanes ont évolué sous des régimes sanguinaires. Ils n'ont pas eu un seul Adolf Hitler, si vous voulez que je prenne la caricature nazie, même si je ne veux pas que vous attachiez à l'exemple, c'est juste une caricature. Ils n'ont pas eu un Adolf Hitler, ils en ont eu des dizaines, pendant des siècles, ça a couvert des siècles. Et ce sont des gens qui ont commis des crimes, des massacres, des déportations, des nettoyages ethniques, des viols de masse, je veux dire, j'en passe et des meilleurs. Tout ça super bien documenté. Et je vous en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Le truc, c'est que ces hommes de pouvoir avaient à leur service les hommes de clergé. Les hommes de clergé qui sont considérés aujourd'hui comme des sources fiables chez les musulmans. Or, ces hommes de clergé écrivaient ou fondaient ou créaient l'islam à la demande des hommes de pouvoir. Donc, ça donnait quoi? Ça donnait que, avec le temps, on arrive aujourd'hui que les musulmans, les maghrébins en particulier, cherchent le salut, cherchent Dieu, cherchent le paradis sous les pieds des hommes de pouvoir. Parce que c'est les gens qui travaillent pour les hommes de pouvoir leur ont dit ça. Leur ont dit Dieu dort sous les chaussures de ton maître. Hein, c'est ça. C'est lui. Sous ses chaussures, tu trouveras. Alors, ce culte-là est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce culte mène automatiquement au terrorisme. Pourquoi? Parce que les hommes de pouvoir, pendant que vivaient dans le stupre, pendant que vivaient au milieu de femmes nues dans des harems, des femmes qui... Je vais vous dire d'où elles viennent, les femmes. Hein, ce n'étaient pas des femmes qui étaient là de leur propre chef dans les harems, il ne faut pas croire. Vivaient dans des châteaux, s'habillaient d'or et de soie, eux et leurs enfants, et eux, leur progéniture. Le peuple, on lui apprenait à aimer la mort. Pourquoi? Parce que l'homme de pouvoir arabe, le calife,
ne voyaient le peuple que comme un pool, n'est-ce pas, comme une sorte de pool, un groupe énorme, dans lequel ils pouvaient puiser de la chair à canon. Mais pourquoi ils puisaient de la chair à canon là-dedans? C'est quoi le but de puiser de la chair à canon? C'était pour aller envahir plus de territoire, ramener quoi? Ramener des biens de bouche, revenir avec des cavernes, avec l'or et la soie qu'ils portaient, ramener des femmes captives qui étaient vendues sur des marchés, et puis les plus jolies finissaient dans son harem que je viens de citer. Les harems, j'arrive pas à croire que ces centres de viol sont considérés par certains occidentaux, sont vus avec romantisme. Ah, ils avaient des harems. Franchement, le prochain qui dit harem en souriant, je sais pas ce que j'allais dire. J'allais dire un truc super grave. J'allais dire que j'allais lui faire bouffer ses dents. Voilà ce que j'allais dire. Mais je l'ai pas dit. Je commence à vraiment ne plus accepter que ce soit des arabo-musulmans ou assimilés ou des occidentaux regardent avec ou glamourisent les pires saloperies qu'il y a dans la culture arabo-musulmane. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Au nom de ces saloperies, on est en train de nous tuer aujourd'hui. Comment pouvez-vous être contre les attentats de Barcelone si vous êtes pour l'idéologie qui les cause? Si vous la trouvez glamour. Si vous la trouvez glamour, allez vous coucher sous un van. Allez vous coucher sous un van. C'est tout. Lâchez le frein à main, couchez-vous dessous. Enfin, laissez-moi reprendre le sujet. Donc, les hommes de pouvoir et les barbus qui travaillaient pour eux, le clergé qui travaillait pour eux, apprenaient aux musulmans qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de mourir pour l'homme de pouvoir. Ça s'appelle le djihad. D'accord? Ça s'appelle le djihad. Le djihad, c'est mourir. Mourir pour les armes à la main, pour l'homme de pouvoir. C'est exactement ce qui a été fait pendant des générations. D'accord? C'est très simple. Les hommes de pouvoir, avec leur clergé, en instillant ce culte de la mort dans leur société, ont causé un effet secondaire peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement cherché, mais qui était clairement à prévoir. Ça signifie qu'il y a eu le recul des arts, le recul des métiers, le recul de la créativité, le recul de tout ça, parce qu'une société ne peut pas aimer la mort et en même temps chercher à se développer, améliorer son quotidien, créer des industries et tout ça. De sorte que, à un moment donné, comme disait Ibn Khaldoun, la seule manière à ces califes arabes d'obtenir quelque chose était de la voler à celui qui l'a. D'accord? Quand vous avez par exemple les Ottomans qui ont transformé pendant 3 siècles la Méditerranée, ils l'ont transformée en coupe-gorge. La Méditerranée était un no man's land. La Méditerranée était pire que le 9-3 pendant 3 siècles. Ils attaquaient les navires marchands, les navires de voyageurs, les navires civils en fait. Mais dès qu'un navire de l'amirauté se manifestait, ils se cachaient parce qu'ils étaient des incapables. D'ailleurs, l'Algérie, quand la France a débarqué en 1830, je vais dire, le gars, le Turc qui était là, la petite frappe turque qui était là à Alger, leur a remis les clés pratiquement sans combattre. Parce qu'ils ont passé 3 siècles à attaquer que des navires et des villages endormis. Des navires de commerce et des villages côtiers. Ils leur tombaient dessus la nuit, ils ramassaient les femmes, les biens, tout ça, ils emmenaient pour leur. Donc, cette attitude-là d'aimer la mort et d'aller mourir pour un homme de pouvoir, pour un homme politique, a été glorifiée pendant des siècles. Aucun humain n'est avec la volonté de tuer des gens. D'accord? Personne, ce terroriste qui a tué des gens à Barcelone, il n'est pas né comme ça. Il n'est pas né en voulant tuer des gens. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui ont cette frustration de ne pas avoir de calife. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on reproche à la France? Ça mérite une vidéo, je la ferai un jour. Qu'est-ce qu'on reproche vraiment à la France, en Algérie, par exemple, au Maghreb? Qu'est-ce qu'on reproche à la France? Est-ce qu'on reproche à la France le colonialisme? Non, pas vraiment, c'est faux. C'est vrai qu'on utilise le colonialisme, mais c'est un euphémisme. On ne parle pas de colonialisme en réalité. Pourquoi? Parce que si on était vraiment sérieux sur ce coup-ci, avant 1830, il y avait qui en Algérie, par exemple? Il y avait les Turcs. Donc on peut dire aussi le colonialisme des Turcs. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, les clés d'Alger ont été données aux Français, non pas par un Algérien, mais par un Turc. Donc, pourquoi les Turcs, c'est pas un colonialisme, alors que la France, c'est un colonialisme? Tout simplement, ce qu'on reproche à la France, vraiment ce qu'on reproche, le cœur du problème, c'est qu'elle a sorti les Maghrébins
du règne du califat, en fait, tout simplement. Parce qu'ils vivaient sous le règne du califat, et même s'ils vivaient comme des bêtes, littéralement, sous le règne du califat. Hein, parce qu'il faut savoir que ça a toujours été le cas. Les gens qui vivent sous califat, c'est littéralement, ils peuvent être assassinés pour un regard. Ils peuvent être assassinés parce que ça fait plaisir au calife, tout simplement. Ils peuvent être en train de cultiver en une année de famine, et puis quand la culture sort dans leur champ, les hommes du calife viennent et ramassent tout. Hein. Enfin, ils ramassent pas tout. Ils demandent de ramasser d'abord, puis après ils prennent tout, ils mettent dans des charrettes, ils emmènent au château du calife pour qu'ils puissent faire la fête, lui et ses amis, avec cette bouffe. Hein, c'est tout. Vous comprenez, ça a toujours été ça. Par contre, on leur a dit pendant des générations, j'ai presque envie de l'écrire au néon, on leur a dit pendant des générations que vous n'atteindrez pas le salut si vous ne vivez pas sous la babouche d'un calife, voilà, d'un homme de pouvoir. Alors, n'importe quelle personne qui a 2 neurones connectés va comprendre que ça a été créé de A à Z par les hommes de pouvoir afin de se glorifier, afin de contrôler les consciences des gens, afin de vivre dans la vie de château, dans le sens propre du terme, alors que leur population n'a qu'une fierté, c'est aller mourir pour eux. Bon, n'importe qui comprend qu'il y a une grosse manip, quoi. Mais il y a des gens en 2017, ils n'ont pas compris ça. Il y a des gens en 2017, ça ne leur est pas rentré dans la tête. Et ce qui se passe, c'est qu'ils rêvent qu'une seule chose, mourir pour un calife. Il faut pratiquement leur donner des califes gonflables, quoi. C'est un peu comme si... C'est un peu, imaginez par exemple la Corée du Nord, hein, toujours une caricature, je sais bien, c'est une caricature, mais ça nous permet de parler, ça nous permet de nous comprendre. Imaginons par exemple qu'il y a un renversement démocratique de monsieur Jim, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Il va se passer quoi ? Son peuple n'est pas maintenu que par la peur, il est maintenu aussi par le lavage de cerveau. De sorte que vous risquez d'avoir pendant des générations des gens qui iront toujours chez eux le tableau de Jong-il et qu'ils auront des Jong-il gonflables, etc. Parce qu'ils pensent que le salut passe par lui. Donc c'est exactement ce qu'on a au Maghreb. On a ce culte du califat. Quand j'étais petit, on me racontait, on cherchait à me violer de ma tête quand même. On me racontait comment les califes pleuraient. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont représentés souvent dans le livre comme étant portés sur la pleurniche. Hein. Dans le sens où le calife est là, il est assis. Puis après, il pense qu'il y a des gens qui meurent de faim sur sa terre. Et puis il éclate en pleurant. Pourtant, il n'a pas éclaté en pleurant quand il a des femmes qui sont des mères de famille, des filles, des sœurs de gens qu'ils ont prélevées de force, qu'ils ont kidnappées et qu'il est en train de violer, lui, ses enfants, ses visiteurs et ses copains dans des harems. Ça, non, ça il n'a pas pleurniché quand il l'a fait. Quand il massacre des gens, quand ils arrivent au Maghreb et qu'ils envoient quand les premières crapules sont arrivées au Maghreb et que nos arrière-grands-parents ont été pris en esclavage par des chiens et les plus jolis violés, etc. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? C'est quoi la lettre qu'ils ont écrite à leur boss ? Ils lui ont dit, nous avons touché 200 000 têtes d'esclaves au Maghreb. D'accord ? 200 000 têtes. Ils nous comptaient en têtes, ces crapules. Donc, moi, j'aimerais les compter au kilo, s'ils nous comptaient en tête. Mais bon, le problème, c'est que malheureusement, la majorité sont complètement... On leur a lavé le cerveau. L'ignorance crasse, voilà, la haine, culte, la mort. Enfin, vous comprenez, c'est un véritable merdier. C'est un véritable merdier, mes amis, hein, je vous le dis. Alors voilà. Ça vous donne... Hein, on assiste aujourd'hui à la nouvelle génération qui a grandi avec Daesh, qui est arrivée au monde au moment où il y a eu cette JV entre les musulmans et les occidentaux, et ont créé Daesh. Et donc voilà, il faut s'attendre de plus en plus à ce que vous savez, quoi, à des attentats. Voilà. Je vais vous laisser, je vais rentrer chez moi. Et puis... je reviens dans d'autres vidéos, j'avais d'autres idées en tête, ça m'a perturbé un peu cet attentat, c'est l'occasion de parler. Si vous voulez regarder la vidéo de 2015, je l'ai mise dans le descriptif de celle-ci. Je ne suis pas très excité de faire des vidéos comme celle de 2015. J'ai un problème moral, et il faut que je vous explique un jour c'est quoi ce problème moral. Je vous le dirai une autre fois. À bientôt mes amis.